Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités de prestige, Jean-Baptiste Alliot, directeur de l'innovation au sein de l'UEFA, et Mathieu, SVP Opta. Sébastien, Mathieu, ravi de vous avoir avec nous. Bonjour à tous, merci à la source de cet accueil. Je m'appelle Maxime Tokajevic, je suis en charge du planning strat et de l'innovation au sein de la Fédération française de football. Et donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors je m'appelle Vincent PRH, je suis directeur du digital chez Amaury Sport Organisation. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter un petit peu, donc je suis le président effectivement de GameWard / Sigma eSport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nomar El Zayat, qui travaille maintenant chez Paris 2024. Comment vas-tu, Louis ? Ça va. Comme un lundi. Comme un lundi matin. Voilà. Aujourd'hui, on a encore un invité de prestige. On reçoit Gauthier Curtil de chez France Télé. Salut Gauthier. Salut David. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles Frémont, directeur du Tremplin. Salut, Comment vas-tu, Charles ? Ça va très bien et toi ? Samuel, bonjour et merci de me recevoir, ça me fait plaisir. Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Aujourd'hui, en fait, si on regarde les prochaines années de l'UEFA, il y a certains enjeux qui sont déjà un peu identifiés sur la réforme des compétitions européennes, le marché des droits. On parle aussi pas mal de concurrence technologique, de stratégie aussi technologique avec une plateforme OTT, UEFA TV notamment. Tu peux nous expliquer un peu tous ces enjeux et justement quels sont les plans de l'UEFA jusqu'en 2024 ? Ouais, alors bon, ça va être prétentieux de ma part que j'explique tous les plans de l'UEFA, qu'on explique tout et que je déploie la roadmap. Bon, d'un point de vue stratégique, sans être trop corporate, faut se rappeler que l'UEFA, on est non-for-profit et que oui, tu viens de le dire, concurrence technologique, oui, changement de l'entertainment. Donc, c'est clair qu'on prend ça on prend ça en compte, on met en place pas mal de choses. Le quatrième pilier stratégique de la stratégie, c'est tout ce qui est lié à la prospérité, donc avec l'axe prioritaire qui est le fan engagement. Beaucoup de gens sont intéressés là-dedans. Après, faut pas oublier que nous, on a le pilier numéro 1, c'est le football. Donc, comment on s'assure que le football reste number one. Donc, c'est la pratique. Donc, c'est comment on aide toutes nos fédés à mettre en place des programmes de grassroots, comment on leur vient en aide pour que les clubs au niveau amateur puissent aussi développer le foot et pas que le foot masculin. Donc, on a un énorme plan stratégique sur le women's. C'est très important. Donc là, on parlait de grassroots, donc juste pour ceux qui connaissent un petit peu moins, donc c'est vraiment l'académie et donc former dès les plus jeunes. Football et puis aussi base, partout, ouais. Voilà, le football de base. On sait que le football masculin est déjà très développé. Vous avez effectivement une grosse stratégie sur le football féminin. On voit d'ailleurs pas mal de diffuseurs qui commencent à s'y intéresser. Vous, quels sont vos ressentis déjà sur cette première tendance qui se crée là depuis 2-3 ans, on va dire depuis même la Coupe du Monde qu'il y a eu en France? Franchement, le marché répond bien. Enfin, si on parle de marché, pour nous, on a signé Hublot. Il y a Visa qui est venu très directement. On a aussi des broadcasters ou des telcos qui viennent. Ouais, le football féminin, ça attire. La Coupe du Monde, on le sait, la Coupe du Monde à Paris, enfin en France, a eu un énorme succès. On l'a vu. Pour nous, il y a pas trop de débat. C'est juste, pour moi, le but, c'est qu'on appelle ça du football. Enfin, la stratégie UEFA, je veux dire, pour moi, pour l'UEFA, c'est qu'on appelle ça du football. Oui, d'ailleurs, 2024. Le terme égalité est souvent repris dans voilà. Et le football féminin, en fait, c'est plus qu'il y avait des stéréotypes ou quelque chose de culturel, et tu l'as encore un peu partout en Europe. Il y a que tu ailles dans le centre, sud, nord, est, ouest. Voilà, c'était avant tout culturel. On voit qu'on ouvre les portes et l'engagement, il est là. Moi, je peux parler de certains partenariats qu'on a fait. Donc, j'ai cité Hublot, mais par exemple, là, on a fait un partenariat avec Disney. Donc, ça fait aussi partie de la nouvelle mentalité avec l'Innovation Hub, mais aussi les différentes divisions, que ce soit marketing ou même football, où on essaye de développer la pratique. Mais tu vois, pour engager encore plus les jeunes de 6 à 11 ans ou 12 ans, on a créé le UEFA Playmakers et c'est en partenariat avec Disney. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais fait un partenariat ou pensé faire un partenariat avec Disney. Donc là, si tu vois comment on engage un peu avec des
des partenaires non traditionnels ou moins présents. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de faire pour la stratégie. Et donc, on a beaucoup parlé du mode expert. Qu'est-ce qui est important dans le développement d'une plateforme OTT que le public moyen ne voit pas et qui est vraiment stratégique de votre côté? On a vu le mode expert, on a parlé un petit peu du clipping avec Seika sur vos anciennes plateformes. Qu'est-ce qui est super important en plus de ça? Qu'elle marche. Quand il y a beaucoup de monde sur un match de foot, il faut qu'elle marche. L'app. C'est le premier truc. Le black screen, la fameuse peur du black screen. C'est important, vous pouvez faire la meilleure expérience du monde, avoir la meilleure app. Si quand vous avez un gros match, l'app crash, c'est un gros problème. Donc je pense que c'est le premier truc. Après Mathieu peut parler de tout ce qu'on peut développer autour, mais pour moi le premier truc, alors on parle beaucoup de latence aussi. La latence, malgré tout, ça a de l'importance. Moi, je me suis fait toute la Coupe du Monde, par exemple, sur MyCanal, y compris les matchs de la France. J'ai fait ce choix-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'OTT et le linéaire classique, il y a une latence. Et donc, ça veut dire que si vous voulez regarder les matchs de la France en OTT, il faut être bien isolé du monde et bien fermer les fenêtres. Sinon, vous entendez les buts avant. Mais je me faisais cette remarque parce que fondamentalement, il y a un vrai combat effectivement contre cette latence, mais le nombre de fois où c'est vraiment si critique que ça. Je trouve pas que ça soit si... Non, c'est extrêmement limité. C'est une Coupe du Monde avec la France, quoi. Ouais. Globalement, avec la France. Un grand événement sportif avec des Français où là, effectivement, il y a tellement de monde qui regarde que moi par exemple le but de Varane, je l'ai entendu, j'avais beau avoir fermé toutes les fenêtres, il y avait tellement de bruit dehors que je l'ai quand même entendu avant de le voir parce que je tenais à regarder en 4K sur MyCanal. À l'époque, on avait ça en exclu et c'était quand même absolument génial de suivre une Coupe du Monde en 4K avec en plus un plan large qui était différent du flux normal, donc avec un plan plus large qui était vraiment le kiff absolu pour ceux qui aiment un peu la tactique et voilà. Et donc je me faisais aussi les matchs de la France en 4K, mais il fallait vraiment bien fermer les fenêtres. Ouais. Et quoi d'autre? Sébastien l'a dit, déjà c'est la robustesse de la plateforme et qu'elle tienne tout le temps, quelles que soient les conditions, quelle que soit l'audience, parce que c'est pareil un soir de Classico ou MPSG, si on a la plateforme qui tient pas et que les gens mettent un quart d'heure à essayer de regarder le match, ça se complique. Ça c'est la première chose. Et après, dans les fonctionnalités, aujourd'hui, je pense qu'on est tous, via nos différentes plateformes, on est avide d'avoir un peu de personnalisation, de recommandations. Ça va être des nouvelles choses vers lesquelles on est en train de tendre, parce que finalement, les contenus, ils sont disponibles. Tout le monde peut y avoir accès en recherchant sur Google, en recherchant sur MyCanal. Il n'y a pas de souci. Après, c'est comment, moi, en fonction de mes appétences, on va me proposer, alors, de manière déclarative ou pas, des contenus qui vont pouvoir m'intéresser. Et après, ça va être cette dose entre de la personnalisation, de la recommandation versus aussi ce qu'on appelle nous le discover. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la personnalisation, de la recommandation, mais si finalement, par contre, on me propose que les contenus qui m'intéressent, je vais peut-être passer à côté d'autres contenus, et surtout sur une plateforme comme MyCanal où on a quand même du cinéma, du sport, de la série, des documentaires. Même si je suis fan de sport, ça peut peut-être m'intéresser d'avoir des séries et du cinéma, des créations originales Canal. C'est-à-dire que il faut avoir quand même cette balance entre recommandation, personnalisation et aussi discover et le travail éditorial qui va être à côté de ça, puisque en fonction de l'actualité, on va proposer des contenus aux abonnés qui potentiellement les intéresseront, peut-être qu'ils les intéresseront pas, mais au moins qu'ils passent pas à côté. Ouais, ça je crois que c'est hyper important et c'est deux grandes philosophies. Si on compare par exemple Netflix à HBO, la reco Netflix ou YouTube, c'est de la reco algorithmique finalement. HBO a choisi de faire de la reco humaine. C'est deux grandes philosophies, mais en fait je crois qu'il faut pas les opposer. Je crois qu'il faut essayer de mixer les deux pour justement atteindre l'objectif dont parlait Mathieu. Et ça me paraît hyper important à développer. Enfin, moi qui suis par exemple un énorme consommateur de Netflix mais aussi de YouTube, les recommandations sur YouTube c'est d'une puissance absolue, c'est-à-dire que vous venez passer 5 minutes sur la plateforme et au bout de 2 heures vous êtes encore à regarder des trucs improbables, et c'est aussi vers quoi il faut tendre, et c'est là où il y a des choses pour une plateforme comme la nôtre à apprendre et à regarder chez des acteurs comme ça, parce que c'est ce qui fait qu'on passe du temps. Et qu'on passe du temps de qualité aussi sur la plateforme. Il y a passé du temps parce qu'on cherche un truc qu'on a envie de regarder et qu'on le trouve pas, et en fait on regarde éventuellement autre chose et c'est un peu pénible. Plutôt contre-productif. Ou passer un temps de qualité parce qu'en fait on est tellement bien servi en contenu qu'on est venu chercher, mais aussi en contenu qu'on n'attendait pas, qu'en fait on y passe des heures et des heures. Et c'est là où pour moi YouTube par exemple est vraiment très très fort, parce que il y a cette bonne justement balance entre le truc qu'on est venu chercher
et ce qu'on n'est pas venu chercher, mais qui quand même fait sens par rapport à ce qu'on était venu chercher. Comment, en tant que fédé, t'appréhendes aussi le fait que la tech, elle vient morceler ce marché-là, elle va créer du contenu que tu vas pas forcément maîtriser. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fédé pour soit lutter, soit s'approprier la chose? Comment vous voyez les choses? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a la notion de droit, c'est-à-dire des choses sont captées dans des compétitions dans lesquelles ces acteurs-là n'ont aucun droit. Il y a aussi le fait que certains acteurs, alors ton sœur éventuellement en fait partie, vient prendre des données sur notre écosystème, et est-ce qu'ils ont le droit de le faire, voilà. Donc il y a tout cet aspect-là, mais est-ce que on est nous dans notre rôle aussi de pouvoir éventuellement démocratiser cette donnée, ou en tout cas une partie d'entre elles, et de l'offrir, j'allais dire, à l'écosystème, des données, j'allais dire entre guillemets marchandes. Est-ce qu'on trouve un business model? Ça c'est autre chose, mais en tout cas voilà, on pourrait dire ça fait partie presque d'un actif national qu'on met à disposition de tout le monde. En revanche, nous on a toute une notion de données calculées, typiquement les données de la feuille de match informatique. Maintenant aujourd'hui on peut trouver un historique, voilà, on peut restituer sous forme infographique des données intéressantes. Après, en effet, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui se positionnent, qui proposent aussi des données pour un usage technique type scouting, etc., qui était déjà historique. Nous, on se positionne en disant, on regarde ce qui se fait, et en fait, on essaie de trouver aussi des solutions pour nos clubs, parce que nos clubs, eux, après, vont devoir payer en plus, j'allais dire, auprès de ces sociétés-là, des statistiques qu'on pourrait être en mesure éventuellement de collecter aussi. Donc, pour l'instant, on n'a pas un modèle où, en gros, on a un partenariat très resserré avec un fournisseur en particulier, mais évidemment, c'est des sujets que l'on regarde, mais qui est lié aussi à la captation. Et ça, le sujet de la captation, aujourd'hui, on voit que tous les fans veulent avoir les vidéos de leur équipe, même si elle est au plus bas niveau. Et donc, la captation automatique, voire la génération de statistiques dites automatiques aussi, c'est un vrai sujet qu'on a dans le pipe depuis maintenant un an et demi, et on a bien avancé là-dessus. Mais voilà, il faut après trouver un business model. Le groupe ASO, vous avez quand même la chance d'avoir des gros événements, et en plus des événements un peu particuliers comme le Tour de France, où finalement le Tour de France est limite plus gros que la fédération de cyclisme international, et c'est marrant de se dire que tu as quand même une grosse limitation sur ce que tu peux faire sur le digital encore, parce que fondamentalement, quand tu le vis de l'intérieur, bah tu te dis que les moyens sont pas forcément aussi gros que ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est pour le coup chez ASO, et alors le Tour de France, effectivement, c'est l'événement cycliste numéro 1. Je pense que c'est l'événement qui est le plus essentiel à l'économie du cyclisme aujourd'hui, et on le voit aujourd'hui, même dans une période très complexe qui est la période Covid. On arrive, du coup, on a un Tour de France qui va s'élancer samedi, 29 août. On arrive à maintenir cet événement-là, qui est quand même clé pour toute l'économie du cyclisme, et ça et même politique en France, hein, c'est essentiel pour la France. Même d'un point de vue sport international, voilà, c'est un des 10 plus gros événements de sport. Exactement, donc c'est extraordinaire qu'on arrive à le maintenir. Et en fait, non, chez ASO, les moyens quand même, on en a, et ça c'est quand même génial de pouvoir travailler au quotidien. Aujourd'hui, on a juste tellement d'événements aussi chez ASO. On a quasiment 70 événements tout au long de l'année. Et nous, tu vois, sur la direction digitale, on est en transverse sur l'ensemble des événements. Donc, il y a un moment donné aussi, il faut réussir à prioriser certains chantiers, prioriser les sujets. On n'a pas non plus des équipes extensibles, et finalement, on arrive à faire des super choses. Là, on a sorti le nouveau site du Tour de France le vendredi matin, qui est la première brique de ce qu'on essaie de construire pour 2021 sur des gros sujets CRM, de personnalisation, d'accompagnement de nos utilisateurs dans leur expérience digitale. Et voilà, et on a des discussions avec beaucoup de nos sponsors, beaucoup de nos diffuseurs, notamment aussi, sur comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des écosystèmes digitaux qui soient complètement complémentaires et qui servent chacun, nous, de nos clients, parce que les diffuseurs, nos partenaires, c'est nos clients sur le Tour de France notamment. Et on essaye vraiment de travailler de manière conjointe pour créer les meilleures expériences digitales pour nos fans. Comment vous êtes structuré, vous, côté GameWorld? Quelle est la stratégie de la structure et de l'équipe de manière générale? Et comment vous arrivez à vous donner le temps de créer cette communauté? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il y a un fait dans l'e-sport, c'est que, enfin, comme dans beaucoup de boîtes, mais tu as quand même une grosse période d'investissement avant de pouvoir monétiser tout ça.
parce que même quand on parle sponsoring, il y a une question de l'audience, mais il y a aussi une question de marque, une question de projet, et tout ça, ça se crée pas du jour au lendemain, donc il faut forcément investir de manière assez importante avant. Donc nous, pendant un peu moins de 2 ans, on a vraiment travaillé en tant que on était 4 concrètement, on était 4 à temps plein, et on a pas mal travaillé sur les différents sujets justement de construction d'équipe, de construction des aspects de performance, sur les bases de la communication, de la stratégie de marque, etc. Et en début d'année, là, enfin fin d'année dernière, on a levé 1 million d'euros pour accélérer un petit peu sur tout ça, pour renforcer notre équipe de communication, pour renforcer nos performances sur les différentes scènes, et pour pouvoir accélérer. Et là, tu vois, bon, en plus, on a fait ça forcément pendant l'année de Covid, donc c'est pas la meilleure année pour nous non plus, même si c'est au global une année assez intéressante pour l'e-sport, parce que c'est une activité qui s'est pas arrêtée. Malgré tout, il y a une réalité en face, c'est que comme la plupart des revenus viennent du sponsoring, c'est quand même un petit peu à l'arrêt aussi, parce que la plupart des marques n'investissent plus ou de manière beaucoup plus frileuse. Mais en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que nous, pendant 6 mois, on a construit toutes les bases de notre projet là. Et on rentre un petit peu plus tardivement que prévu dans une vraie phase de commercialisation maintenant, parce qu'on a plein de choses à raconter à des sponsors potentiels, de par notre positionnement, de par ce qu'on a construit depuis le début de l'année notamment, etc. Okay. Mais voilà, et pour compléter, effectivement, aujourd'hui, tu es forcément obligé d'investir quand même pas mal avant de réussir à avoir un modèle qui est pérenne, parce qu'un modèle pérenne, il y a très peu d'équipes e-sport aujourd'hui en Europe ou dans le monde qui réussissent à en avoir un, parce que l'écosystème est quand même toujours en développement. Ouais. Et du coup, ça prend du temps. Ouais, je pense qu'on y arrivera un petit peu plus tard, mais justement, cette notion de création de valeur chez les équipes, là où la création de valeur, je la trouve vachement centralisée pour le moment entre les organisateurs d'événementiels et les plateformes de diffusion. C'est super intéressant de voir comment vous allez tacler le sujet en ayant le modèle du sport traditionnel qui a été longtemps fondé sur juste les revenus de droits télé et les revenus de sponsoring. Comment vous, avec cette visibilité-là, vous allez construire un écosystème où vous allez créer d'autres sources de revenus pour pérenniser, de pas être dépendant de peu de moyens de rentrée d'argent? Ouais, c'est une excellente question, et je pense que c'est une des questions principales aujourd'hui. Justement, beaucoup de gens investissent, mais tout le monde n'a pas encore la réponse de c'est quoi l'écosystème et le modèle économique de demain. C'est pour ça que nous, on a tout de suite fait le choix d'avoir un projet qui est très marketing, c'est-à-dire que même les équipes professionnelles aujourd'hui, même celles qui sont au plus haut niveau européen, etc., il y en a pas mal qui sont construites à la base juste sur on a des joueurs qui sont performants, on monte, et en fait, on crée tout un écosystème grâce à ça. Et donc, ça veut dire que ta communauté est liée à tes joueurs ? Et ça peut être en partie lié à tes joueurs, ou en tout cas, le but, c'est de réussir aussi à transférer la communauté de tes joueurs vers la marque, parce qu'il y a un moment, il faut que ta marque elle soit aussi plus forte que la marque de tes joueurs. C'est-à-dire que G2, par exemple, qui vient de gagner donc le championnat européen de League of Legends, demain, s'il y avait plus aucun des joueurs de G2 dans l'équipe, bon, ça ferait un petit peu mal quand même parce que c'est devenu des emblèmes, mais la marque G2 est tellement forte que ce serait toujours une marque, il y aurait toujours énormément de fans qui sont là pour G2 et pour tout ce qu'il y a autour, mis à part les joueurs. D'où la similitude avec le sport traditionnel que tu mentionnais, où t'es au PSG, oui, forcément, l'arrivée de Beckham a fait rayonner le PSG, mais aujourd'hui, t'es supporter du PSG avant d'être supporter de Beckham. Alors, on a parlé tout à l'heure d'intégration de partenaires dans justement le développement des solutions, etc. Et vous arrivez aussi parfois à avoir un projet innovant, où le budget est compliqué à les trouver, mais de raisonner à l'inverse et vous dire, mais peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui sera intéressé de venir pour ce projet. Un partenaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore existant au sein de votre structure, mais qui viendrait justement vous aider à intégrer un projet innovant. Je parle notamment, on parle pas mal de Smart Cities autour de Paris 2024. Est-ce que finalement, il n'y a pas des entreprises qui seraient intéressées de vous aider pour la mobilité ou des choses comme ça ? Mets-nous en contact. J'ai plein d'idées autour du vélo. Bien sûr, il faut juste. Il y a aussi un cadre légal à respecter naturellement. C'est quand on veut faire appel à un certain nombre de partenaires, déjà, on les interroge, on vérifie avec eux en amont. Et puis, si jamais c'est des
potentiels partenaires. C'est plus l'équipe commerciale qui doit vérifier, qui prend le lead et qui doit vérifier surtout si il y a avec la catégorie. Il y a pas de Mais du coup, tu es en relation avec eux aussi sur tout ce qui se passe. Avec tout ce qui est partenariat, on parle avec eux une semaine sur deux. Enfin, on a un rendez-vous bimensuel avec eux pour savoir où on en est, comment ça se passe, quels sont les projets à date, quels sont les partenaires qu'on peut potentiellement impliquer, etc. Mais du coup, ça me fait poser une question un peu plus personnelle. Ça doit être compliqué, en fait, de gérer tes semaines avec... Déjà, tu nous dis que tu dois parler à un tel, de façon même hebdomadaire ou bimensuelle. Mais déjà, placer tous ces meetings, plus faire le sourcing, plus après, justement, créer l'envie en interne d'innover et d'amener de nouvelles choses. Toi, à titre personnel, ça doit être super challengeant. T'es tout seul ? Non, je suis pas tout seul. Heureusement, déjà, on a une équipe de 3. Donc je suis avec quelqu'un qui nous a rejoint, qui s'appelle Claire Goyon, qui travaille à la Fédération française de football auparavant, et Baba Badian qui travaille aussi dans l'équipe innovation. Donc déjà je suis pas seul, heureusement. On les salue du coup. Ouais, on les salue. Mais du coup on s'est réparti un peu le travail au niveau de comment on rencontre les différentes business units là-dessus. Oui, bien sûr, c'est un peu difficile, mais il faut aussi prendre en compte un truc qui est assez simple, c'est qu'on est parti pour construire ce modèle à 6 étapes dont je parlais tout à l'heure. Heureusement, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n'a pas attendu mon arrivée en janvier pour mettre en place des innovations ou lancer des projets innovants. Donc je me suis aussi j'ai essayé de processiser, si je peux, ce qui a été déjà mis en place avant mon arrivée, et c'est pour ça que c'était un peu plus simple. C'est pas juste je leur ai parachuté un modèle comme ça qui est sympa. C'est basé aussi sur comment on fonctionne en interne. Et oui, c'est pas toujours très évident pour les gens, la conduite du changement, d'essayer de faire des choses différemment et tout. Des fois, les gens sont pas très chauds à le faire, mais on a cette chance aussi qui a été accélérée aussi par la crise sanitaire. Les gens sont très ouverts déjà de base à la partie mettre en place des projets nouveaux. C'est soutenu, comme je disais tout à l'heure, par notre directeur général. L'équipe plutôt dynamique. Enfin, tu veux dire que l'équipe au sein du COJO, oui. Ouais, c'est déjà mon équipe. L'appétence pour l'innovation, en tout cas, la conduite du changement ou être ouvert à des nouvelles initiatives. Ok, donc t'as ton rôle à tenir, mais on va dire que c'est plutôt simplifié, quoi. Tu viens pas avec un gilet pare-balles dans toutes les réunions. Non. Okay. C'est certaines. Non, je rigole. De toute façon, ça arrive pour tout le monde. Bien sûr, mais c'est pas toujours partie du job, mais ok. Si tu pouvais nous expliquer quel est le projet ou quel est le but de Axistars, de la plateforme, comment tu vois les choses. Je vais pas dire fais-nous un pitch, mais si tu dois présenter rapidement ce que tu es en train de développer pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont pas forcément connaissance de ton projet personnel, entrepreneurial. Axistars, c'est une plateforme sécurisée, donc c'est un environnement dans une app où on va mettre en connexion directe des prestataires de services qui ont été validés par un comité d'éthique, donc des personnes qui ont l'expérience, devant des stars du sport et de l'entertainment. Pourquoi ? Parce que justement, ces stars sont amenées souvent à être focalisées que sur leur carrière ou leur performance. Et là, nous, on veut que pendant leur carrière, ils se développent personnellement et qu'ils soient un peu plus autonomes avec différents types d'opportunités à l'intérieur. Donc, ça peut être des profils qui ont été validés, ça peut être des informations, ou ça peut être tout simplement des produits. Donc c'est vraiment leur permettre de comparer, de pouvoir s'indiquer aussi qui sont les meilleurs en tant que prestataires. Donc, pas que foot. Pas que football, non. Ouais. Donc ça peut être un chanteur ou autre, n'importe qui. Ouais, donc en fait, sport et entertainment. Voilà, et en fait, c'est vraiment se créer cette communauté, donc qui est parfois communauté de membres. C'est disponible sur d'autres plateformes comme on va dire Instagram, les trucs TikTok, mass market comme on dit. En français. Marché de masse, ok. Et justement, mais en fait, il y a pas cet aspect où en fait ils vont pouvoir se démarquer
peut-être par rapport au fait qu'il va y avoir beaucoup de public ou beaucoup de fans et des imposteurs. Donc là, en fait, on vérifie tous les profils pour leur permettre de communiquer, de pouvoir s'éduquer, d'être des mentors, de pouvoir à un moment donné, tiens, j'aime bien le football, mais j'aime bien aussi le basket, j'aime bien aussi le cinéma. Et de ça, en fait, tu crées vraiment un network, un réseau puissant qui va forcément être bénéfique à un moment donné pendant la carrière ou après. Mais du coup, moi, je suis joueur ou je suis chanteur ou je sais pas, j'ai accès en tant que membre. Je trouve quoi sur cette plateforme? Je trouve de quoi, tu disais, m'éduquer et tout. Je trouve des prestations de services si j'ai des besoins, des conseils pour gérer ma carrière. C'est quoi en fait, Yota? Tu vas avoir un profil à créer, donc tu vas avoir tes intérêts, tu vas avoir des photos, un feed qui est un peu tailor-made, enfin qui est personnalisé pour toi. C'est vraiment personnalisé, donc tes intérêts, ça peut être la mode, ça peut être l'art, ça peut être les investissements, le sponsoring, donc tout ça c'est des choses qui sont parfois difficiles de dire voilà tiens j'aurais voulu être ou faire une apparition dans un truc de cinéma, si toi t'as pas un agent qui appelle l'agence, tu sais pas où tu arriveras jamais. Voilà, tu arriveras jamais. Donc voilà, on veut essayer de faciliter. Tu veux aussi ouvrir d'autres portes dans des milieux qui sont d'intérêt pour des stars. Exactement. Donc en fait, le fait de créer ton profil business, c'est pas un truc, on va parler de tes vacances ou autre. C'est vraiment business. C'est ton LinkedIn, mais vraiment dans un truc personnel, enfin un peu plus une communauté de membres privilégiés un peu fermés. Exactement. Donc en fait, on va pouvoir justement avoir des prestataires de services qui vont publier des offres directement sur ton téléphone, donc en direct. Donc c'est un peu comme sur Instagram, tu vas cliquer, ça peut être des chaussures, ça peut être des voyages, ça peut être des opportunités justement de sponsoring, ça peut être aussi des experts qui pourraient t'aider. Et ça, c'est des professionnels qui ont accès, qui ont été reviewés. Que des professionnels, il y a que des boîtes. Bon, on va avoir des plus petites qui sont un peu en one-on-one. Et ça, c'est vos partenaires à vous pour Axistar. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vas dans la direction, toi, de mettre du mid-roll sur le contenu numérique. Donc, pour des gens qui travaillent dans le digital, c'est génial parce que tu dis, d'un point de vue groupe, tu as vraiment une stratégie, une vision qui est en train d'être mise en place là-dessus. Et tu disais tout à l'heure que grâce au live, tu draines quand même un certain trafic, mais que le produit était moins important. Mais de par le business model que tu es en train de mettre en place avec du mid-roll, les temps de session des utilisateurs vont devenir de plus en plus importants parce que justement, tu commences à réussir à capitaliser ton inventaire sur des durées de session plutôt que juste sur le côté pré-roll une fois que tu lances la vidéo et à la limite après que ton utilisateur reste 5 minutes ou 20 minutes, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors que là, de plus en plus, on va aller dans cette direction quand même. Ouais, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est effectivement d'avoir des fonctionnalités qui sont propres aux usages du sport. Et le sens de l'histoire, c'est aussi de proposer du contenu qui est affranchi de celui de l'antenne. Nous, on est un groupe média télé. L'idée, c'est justement pas de faire que sur le numérique, on propose exactement ce qui passe à la télé sur un smartphone, sur une application ou sur un site web. C'est ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années. Et là, l'objectif, c'est d'avoir une offre éditoriale complètement différente. Donc ça va, comme on l'a lancé il y a quelques années, par du multiflux sur un tournoi de Roland-Garros pour suivre les matchs que tu as envie de suivre. Ça va également sur le fait d'avoir des commentateurs différents sur le numérique par rapport à ceux de l'antenne. Je rappelle que sur l'antenne, on a des moyennes d'âge qui sont assez âgées. Voilà, on est à plus de 50 ans pour le téléspectateur moyen qui consomme un live sport sur France Télévisions. Alors que sur le numérique, on arrive à descendre sous la barre des 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'on casse un peu les codes, on n'a pas forcément envie d'avoir la même analyse et les mêmes commentaires qui passent à la télé que sur le numérique. C'est pour ça qu'on monte des partenariats avec des influenceurs, avec des gens qui vont un peu casser les codes et proposer une façon de présenter le sport un peu différente. Mais ça passe aussi le fait de s'affranchir de s'affranchir des logiques antennes sur le numérique. Ça passe aussi par l'exploitation de ce qu'on appelle nous un signal international, c'est-à-dire que on prend l'antenne beaucoup plus tôt sur le numérique. Je pense au Tour des Flandres qui a eu lieu hier sur les antennes de France Télévisions. Avec la chute de Julien Lafilippe, pour ceux pas belle à voir.
pas belle à voir, mais qui a pour le coup été un extrait qui a été très largement consommé et sur lequel on a fait une belle audience pour France TV Sport. Et typiquement, l'antenne couvrait l'heure et demie avant l'arrivée de la course. Nous, sur le numérique, on prend l'antenne beaucoup plus tôt, d'aider la production, d'aider le lancement du signal international. Donc on propose 5-6 heures, l'intégralité de la course. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une expérience différente sur le numérique par rapport à celle de l'antenne. J'avais une autre question du coup, mais peut-être que j'anticipe encore dans tes questions, JB, j'espère que tu m'en voudras pas. Non. Mais après, dans cet accompagnement, qu'elle soit early stage ou non, quels sont les besoins principaux de ces startups? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'un point de vue financier où elles demandent d'être le plus accompagnées? Est-ce que c'est du côté plutôt orientation produit, market fit? Est-ce qu'il y a un peu un besoin commun finalement? Tu te rends compte? Voilà. Merci de répondre pour moi, JB, ça me permet de souffler un peu. Oui, non, mais il y a de tout. Il y a de tout, vraiment. Il y a de tout. C'est l'univers des startups. Bon, j'ai commencé en disant que j'avais jamais rencontré ou échangé avec une startup ou un entrepreneur avant d'arriver au tremplin. Bon, c'est un peu grossier parce que oui, j'avais déjà fait le truc, mais c'était pas du tout un monde que je connaissais bien. Je l'ai fait pendant 2 ans de l'accompagnement direct de startups. Je comprends très bien l'univers maintenant. Et sur les 2 ans, j'ai dû accompagner 80 startups différentes et c'était 80 cas différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes besoin d'accompagnement en tout cas. Exactement. Ça, c'est clair. J'ai jamais rencontré une startup qui a pas besoin d'accompagnement et on dit souvent, on fait des présentations sur la culturation au profit de nos partenaires et des trucs comme ça. On leur montre c'est quoi une startup, des trucs comme ça. Et ce qu'on dit, c'est que une startup, une fois que tu as ton premier MVP, si tu as honte de la première idée de proto que tu avais fait, c'est bon signe. Si tu n'as pas honte, c'est très mauvais signe en général. Donc oui, c'est l'univers d'une startup, ça pivote tout le temps, c'est agile et c'est ce que les gens admirent chez elle, mais ça peut aussi engendrer de la schizophrénie parfois, mais non, mais c'est ça. Je sais que dans le early stage, enfin pour rebondir un peu sur ce que demandait David, sur le early stage, ce qui compte énormément plus que le prototype ou le produit ou même le business model ou l'étude de marché, c'est vraiment l'équipe. Oui. On dit souvent qu'une équipe moyenne avec un beau projet, ça risque de capoter, alors qu'une super équipe avec un projet moyen, ils vont le bonifier. Pour toi, vous avez une demande particulière vis-à-vis de vos partenaires ou du jury ou par rapport aux startups, même quand ils sont pris et que l'équipe est un peu bancale, ou comment vous regardez cette notion un peu de l'équipe de la startup? L'équipe, premièrement, dans les dossiers de candidature, on demande les CV des fondateurs. Après, sur une base de CV, même quand je reçois des candidats en entretien de recrutement, c'est très difficile de te faire une idée uniquement sur un CV. Donc, dans le formulaire de candidature, pour la première fois cette année, on a inscrit des questions un peu plus personnelles sur, par exemple, d'où vous vient votre intérêt ou votre passion pour le sport, d'essayer de voir on leur a demandé quel est un challenge que vous avez dû surmonter personnellement dans votre vie, pas nécessairement dans votre carrière, et comment vous y avez-vous pris. Okay. Pour nous, c'est le genre d'éléments de réponse qui nous permettent d'évaluer est-ce que la personne a un bon esprit entrepreneurial. Après, c'est pas tout donné. Okay. Quand on parle d'équipe, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la complémentarité des expertises au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'un projet ultra tech qui n'a pas de tech internalisé, ça c'est terminé, on regarde même pas le dossier. Si tu as 2 business développeurs et pas de CTO, c'est un peu dommage. Exactement, c'est très compliqué. Après, il y a des cas qui nous font mentir. Aussi, des fondateurs seuls, on n'aime pas vraiment ça en général. C'est pour ça que tu m'as posé une question sur l'équipe et pas juste sur les fondateurs. Il y a une startup qui nous fait mentir au tremplin dont on est très fiers, qui s'appelle Airfit. Ils font des structures sportives connectées. C'est une startup qui est fondée par Pierre Paquin, qui est un ancien skieur de haut niveau. Et Pierre, il est arrivé dans le cadre de la 2e promo au tremplin, donc en 2016. Il était seul et aujourd'hui, il a réussi à monter une boîte qui est sur le seuil de la rentabilité, qui vend des structures partout en France, qui a fait des partenariats avec le Comité international olympique où ils ont envoyé des structures à Buenos Aires, à Lausanne dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Et maintenant, ils sont quoi? Ils sont une 20-25 salariés. Donc oui, il y a des cas qui nous font mentir. Ça peut exister. Et tant mieux. Mais c'est rare. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation comme l'Olympique de Marseille s'intéresse à une start-up? Est-ce que tu es avant tout sur la facilitation de tes process, sur la création de valeur?
comment est-ce qu'une startup peut faire pour séduire une organisation, un gros club comme l'Olympique de Marseille? Question intéressante. Alors déjà sur ces sujets-là, je dois rendre hommage à notre CTO. On a un CTO, c'est-à-dire que moi j'ai une casquette marketing et médias, mais je travaille en étroite collaboration avec Frédéric Kozik, qui est notre CTO, qui s'occupe de la techno et de l'innovation à l'OM et qui lui va avoir cette casquette beaucoup plus technique. Je prends l'exemple très basique de on va imaginer ensemble notre nouveau site et notre nouvelle app. Il va s'occuper bien sûr de la partie tech autour de la construction de ce nouveau site et de cette nouvelle app. Et nous, derrière, on va opérer en termes de contenu, de stratégie, etc. Mais on travaille vraiment main dans la main ensemble et il fait un super travail à ce niveau-là. Il pourra en parler aussi plus longuement, mais on a créé l'OM Data Lab qui va essayer de fédérer aussi différents réseaux, écoles ou autres autour de la data. Et pourquoi pas partager des données, construire ensemble des choses. Il y a des super choses et là-dessus, peut-être qu'il faudra tout simplement que tu l'invites sur ton podcast parce qu'il a des choses passionnantes à raconter. Mais effectivement, on va travailler, notamment lui, avec plein de startups qui vont répondre à des besoins spécifiques et c'est le choix qui a d'ailleurs été fait sur tout l'écosystème digital qu'il pourra développer lui en prenant plusieurs acteurs best in class dans leur domaine et on essaie de les faire travailler ensemble sur tous nos sujets. Et effectivement, alors on a encore une fois, on est assez ouvert à rencontrer du monde et surtout à travailler avec des gens qui vont forcément nous apporter directement une plus-value et à tester des choses ensemble. Je pense notamment à Greenfly, de mon côté. Voilà, Samuel. Petite promotion, c'est gentil. Voilà. Mais c'était pas. Mais voilà, c'est un exemple, c'est un exemple que je peux donner effectivement. On avait besoin d'un outil pour mettre à disposition le plus rapidement possible, de la manière la plus qualitative, les contenus qu'on peut produire à nos joueurs. Et Greenfly est arrivé avec une solution idoine pour ça et on a travaillé là-dessus. C'est plutôt lancé aux États-Unis d'abord et puis maintenant en Europe et on essaye de voir ce qui peut se passer un peu partout, de rencontrer du monde et puis si ça colle, on essaye d'avancer et voilà. Effectivement, il n'y a pas tout qui est fait en interne et bien sûr, on va essayer de travailler avec différentes startups. D'ailleurs, la Ligue fait aussi pas mal de choses là-dessus. Je dois les saluer. Et je crois que bientôt, là, je crois que c'est vendredi. Alors, on sera décalé dans le temps, mais sache que dans quelques jours, il y a une conférence avec le Tremplin et les directeurs marketing des clubs sont invités. Et du coup, je serai à cette conférence, à cette visio. Enfin, je vais y assister en tout cas. Mais voilà, il y a des choses qui se structurent. Le Tremplin, la Ligue, les différents clubs, l'OM Data Lab qu'on sort et qui est un écosystème en propre. Il y a plein de choses qui se lancent. Le corner.